Donc, bienvenue à tous. Donc, je recommence du début pour l'enregistrement. Je suis Lucie, l'actuelle présidente du PSIE 2022. J'ai établi cette information sur la méthode de projet en solidarité internationale que vous verrez, j'ai abrégé par SI, Solidarité internationale, pour aller un petit peu plus vite. Et elle a été faite en collaboration avec EED que je vous présente juste après. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du réseau. En fait, la façon dont un projet de solidarité internationale s'inclut dans un réseau. On n'est pas seul à faire son projet. Et voilà, on est inclus avec d'autres étudiants qui font aussi ce genre de choses. Donc, pour vous parler spécifiquement de l'ergothérapie et d'où se positionne le PSIE par rapport à d'autres projets étudiants qui existent, je vous ai fait ce petit schéma. En bas, vous avez les étudiants en ergothérapie, donc tout un chacun. Et on peut se former, par exemple, dans son IFE et dire, bah voilà, je monte une association qui a pour but de partir à l'étranger, de faire de l'ASI. Et ça, ce sera plutôt à l'échelle locale. On se monte, on a le droit, on fait notre association. Et on va dire que le but est plutôt personnel, c'est prendre de l'expérience professionnelle et personnelle. Et globalement, c'est les seuls buts de ces associations-là. Il y a par exemple Humanitergo à Toulouse. Et c'est l'échelle locale, on va dire, la première échelle. Ensuite, pour parler là de l'organisation de l'UNAE, tous les étudiants en ergo sont représentés par leur BDE, en fait. Donc, au BDE, il y a un administrateur qui vient administrer l'UNAE. Et donc, à l'UNAE, qui est la fédération de filière des étudiants en ergothérapie, il y a un administrateur de chaque IFE. Et il y a aussi le travail avec la fédération territoriale qui regroupe là les associations, mais juste du territoire au niveau local du campus. Et ces deux entités, donc fédération de filière et fédération territoriale, travaillent ensemble et sont représentées à la FAGE, où là, c'est principalement, par exemple, le président de l'UNAE qui va administrer la FAGE pour représenter tous les étudiants en ergothérapie. Donc, le PSIE, il s'inscrit à l'échelle de la fédération de filière. Donc, c'est pour ça que c'est une échelle qui est nationale. Ce qui fait que quand on agit en tant que PSIE, on engage l'image de notre fédération de filière et donc l'image des étudiants en ergothérapie plutôt générale, alors que quand on fait sa mission au local, on a l'avantage d'avoir un petit peu moins cette image-là à montrer au niveau national. Ce qui fait aussi qu'au niveau du PSIE, on a un devoir de partage d'expérience. C'est-à-dire que quand on est rentré, par exemple, nous, les 2 dernières semaines, on a fait plein de visios pour vous parler de notre expérience, tout ça, et que ce ne soit pas quelque chose qu'on ait vécu à 5, et puis voilà, après, basta, ça passe à l'équipe suivante. Merci de nous avoir suivis. C'est pas ça. Là, on essaye d'expliquer, on essaye, nous, évidemment, qu'on a vécu les choses personnellement, mais voilà, on essaie de faire en sorte de transmettre les choses et que ça serve, puisque l'UNAE est dotée de son projet de solidarité. Donc, il faut que l'UNAE y trouve son compte aussi. Et donc là, l'avantage, c'est de pouvoir former et informer les étudiants à l'interculturalité, les sensibiliser en fait à tous ces sujets-là autour de l'international. Dans le PSIE, les administrateurs de l'UNAE ont leur mot à dire. Donc, ceux qui sont dans l'étage en vert clair. Par exemple, pour ne pas le citer, nous, on a eu des problèmes de trésorerie. Et donc, on a voulu revoir nos statuts. Et même si le PSIE reste une association indépendante par rapport à l'UNAE, eh ben, c'est les administrateurs qui vont nous aider à revoir nos statuts, à les améliorer, et ils ont leur mot à dire dans notre projet. Nous, on est libre de faire notre projet comme on veut, d'aller là où on veut, mais l'équipe est votée par les administrateurs, c'est eux qui nous aident, donc c'est un échange en fait. On apporte des connaissances, ils ont leur mot à dire et on travaille ensemble. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là que le PSIE est composé des IFE au niveau national. Tout le monde peut y participer, n'importe quel
étudiant en France peut candidater pour faire partie de l'équipe du PSIE. Donc voilà au niveau des échelles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc à l'UNAE, pour resituer un petit peu, au niveau du chargé de mission, on va dire que c'est lui qui va le plus sentir cette double casquette d'association. C'est-à-dire que le chargé de mission, il va être à la fois au bureau national de l'UNAE, en tant que chargé de mission, justement. C'est-à-dire que le PSIE est une mission de l'UNAE. Donc, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est compris dans l'association de l'UNAE, mais en tout cas, c'est une mission. Et donc, il a pour but de tenir au courant les membres du bureau national de l'avancée du projet, d'avoir des apports réciproques, donc ça va être des discussions pendant les réunions hebdomadaires, etc. Et l'ensemble de l'équipe du PSIE peut participer aux événements présentiels qui sont proposés par l'UNAE. Et ça, c'est vraiment hyper enrichissant puisque c'est là qu'on montre un petit peu l'avancée de notre projet. On en parle, on relativise. Les étudiants peuvent nous donner aussi leur avis sur notre projet et ça nous permet d'évoluer pas mal. Et il est aussi dans sa casquette, dans une autre casquette, président du PSIE. Et le but d'avoir fait une association qui soit détachée de l'UNAE, c'est de gagner en souplesse pour le PSIE, puisque c'est nous qui gérons notre trésorerie, c'est nous qui sommes vraiment une association indépendante et qui pouvons avancer et travailler comme on le veut. Est-ce que vous avez des questions? Ou là, ça allait encore. Alors, je continue. Maintenant, pour vous parler du réseau en solidarité internationale, nous ne sommes pas seuls. Donc, je voudrais vous parler de Engagé et Déterminé, qui m'a aidé à faire cette formation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau qui est administré un petit peu comme l'UNAE. C'est pour ça que j'ai fait un parallèle là dans mon petit schéma. C'est-à-dire qu'il va y avoir les projets de SI locaux, comme je vous ai dit, ceux qui étaient là tout en bas dans le petit carré jaune. Il peut y avoir les projets étrangers, les projets, tout ce qui se rapporte à la solidarité internationale. Et aussi les projets de SI des fédérations de filières qui vont avoir dans chaque association un administrateur pour aller administrer, engagé, déterminé. Ils proposent des formations sur la solidarité internationale et ils sont vraiment calés. Moi, j'étais administratrice puisque c'est souvent soit le VP en charge de la mobilité internationale à l'UNAE, soit le président directement du projet de SI qui administre engagé et déterminé. Et donc, on se retrouve tous. Donc, moi, j'ai rencontré, par exemple, le président du projet de SI des étudiants en pharma, en orthophonie, en kiné. Et donc, c'est très chouette de pouvoir échanger sur nos projets de fédération de filières parce que, voilà, on n'a pas la même on n'a pas la même portée et on n'a pas le même message à délivrer non plus. Donc, le PSIE a son adhésion au sein de Engagé et Déterminé grâce à l'adhésion que l'UNAE paye pour avoir toutes ces informations qui sont aussi importantes pour l'UNAE puisque ça ne parle pas que de construction de projets de solidarité internationale, mais aussi de racisme, par exemple, au sein de nos institutions, de prévention de ce genre de harcèlement. C'est très diversifié. Et je vous ai préparé une petite vidéo dont j'ai mis le lien en bas, qui est la présentation d'Engagé et Déterminé. Hop. Et je veux bien que vous me disiez si ça marche ou pas. Engagé et Déterminé, c'est un réseau national d'associations jeunes. Notre objectif, c'est de créer des liens de solidarité à l'international grâce à l'éducation populaire. On propose aux jeunes des formations et un accompagnement pour la construction de leurs projets.
On les prépare aussi pour leur départ à l'international et on les accompagne dans leurs actions de sensibilisation en France pour valoriser leurs expériences. C'est quoi les bénéfices d'appartenir au réseau engagé et déterminé ? 4 associations et un partenaire international témoignent. Donc voilà, vous avez vu très très rapidement leur petite présentation. On entend juste par contre. Vous n'avez pas entendu ce qu'il disait? Si, Si, ça... si, je savais pas s'il y avait une image, il n'y en avait pas en tout cas. Moi, j'avais que le son. Ah d'accord. Normalement, j'ai j'ai partagé, je veux dire. Sinon, c'est pas grave. En fait, c'est juste le lien que je vous ai mis dans mon diapo. On verra à la fin, je vous laisserai m'envoyer vos adresses mail pour que vous puissiez avoir le diapo. Parce que j'ai mis énormément de références dedans. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se mettre en grand? Voilà. Donc, c'est la petite vidéo en fait qui était là en bas. Et après, il y a des témoignages et tout. Mais voilà, c'est vraiment de la formation, de l'information parce que eux, c'est des pros. Quand moi, je suis allée en formation, j'ai eu des moments avec des gens qui étaient formés à l'ONU, qui venaient nous parler de leurs projets, de comment est-ce qu'ils les montaient, de comment est-ce qu'on faisait des choses éthiques et tout. Donc, c'était super intéressant. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un peu saoulée parce que déjà, il y a la casquette CM, la casquette président, puis celle d'administrateur d'engagé déterminé. Mais c'était vraiment trop important de les avoir comme ressources. Et là, vous verrez, j'ai mis leur lien juste après, je crois d'ailleurs. Voilà. Ici, j'ai recensé à peu près toutes les ressources que vous avez à disposition et qui font partie de ce réseau là dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les autres fédérations de filières, engagées déterminées, tout ça. Donc, comme ressource, vous avez le site internet d'engagés déterminés sur lequel vous pouvez y trouver des documents d'information, donc leurs actus au niveau national. Ils ont beaucoup de formations en présentiel et en visio au niveau national et au niveau local, en fonction d'où est le siège social de votre association. Et vous pouvez retrouver aussi, oui, une catégorie que je trouve super intéressante, c'est leurs partenaires. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des partenariats avec d'autres associations et c'est une petite rubrique sur leur site. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut vous donner des idées, par exemple, de personnes ressources, de personnes à contacter, de qui pourrait vous aider. Et ça vous fait découvrir d'autres personnes du réseau de la solidarité internationale. Et engagés déterminés, en général, s'ils signent un partenariat, c'est parce que en fait, c'est une association de confiance. Donc, voilà. Ensuite, il y a le serveur Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un outil de communication, on va dire. Comme vous auriez Teams ou ce genre de choses, c'est une messagerie. Et en fait, ils ont un serveur à eux. Vous pouvez me le demander si vous voulez que je vous ajoute, c'est possible. Et là, c'est vraiment trop cool parce qu'ils ont plein de catégories. Vous pouvez savoir ce qui se passe dans les autres associations de SI en fonction du moment. Enfin, voilà, ils ont un petit calendrier. Vous pouvez ne pas louper les visios et tout ce que propose EVD parce qu'ils ont leur calendrier là-dessus. Il y a les dernières infos, on peut poser plein de questions. Enfin, voilà, c'est un truc qui bouge et c'est vachement mouvant. C'est comme un forum ou un blog, quoi. Ensuite, je vous ai mis un podcast qui s'appelle Mobilité internationale avec Kiné du Monde par la FNEC. La FNEC, c'est la Fédération de filière des étudiants en kiné. Donc, vous avez le lien juste ici et je trouve ça intéressant. Ensuite, il y a le super guide dont je me suis beaucoup inspirée pour faire cette information, qui est le guide pratique et éthique des projets étudiants de SI. Par la FNEO. Donc, la FNEO, c'est la Fédération de filière des étudiants en orthophonie. C'est principalement eux que j'ai vus, moi, pendant les formations engagées déterminées. Et c'était, ils ont, l'année dernière, je crois, en 2021, oui, c'est ça, leur équipe a créé un gros guide dont on peut s'inspirer. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des choses à prendre, des choses à laisser, tout est à relativiser. Enfin, on fait vraiment un projet de solidarité internationale avec qui on est. Et donc, tout n'est pas appliqué au pied de la lettre. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça fait un peu un post-it où on n'oublie pas ce qui nous reste à faire ou ce qu'on peut faire. Donc, il y a beaucoup de ressources, c'est hyper bien structuré. Maintenant, voilà, on n'est pas obligé de tout appliquer au pied de la lettre non plus. Ensuite, vous pouvez aller voir
les réseaux sociaux d'engagés et déterminés déjà, pour voir un petit peu leurs actus. Moi, je m'étais aussi abonnée aux réseaux sociaux des FEDEFI, donc de la FNEC, de la FNEO, de l'ANEMF, voilà, de toutes les FEDEFI, et aussi des projets de solidarité des FEDEFI, pour voir comment est-ce qu'ils font, s'entraider, discuter avec eux, voilà, s'inclure dans un réseau. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous en montre encore un petit peu. Il y a France Volontaire. Alors ça, il faut absolument s'en saisir parce que France Volontaire, c'est pas tout à fait une association. On va dire que c'est une organisation gouvernementale qui est implantée par le gouvernement français dans des pays en voie de développement où les Français, en général, vont faire du volontariat. Nous, on a eu la chance qu'il y ait une antenne à Dakar. Et en fait, c'est eux qui nous ont formés à la culture, à comment est-ce que ça se passait dans le pays, à quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre, comment faire, enfin voilà, sur plein de choses. Ils ont énormément de ressources. Et en fait, c'est quelque chose dont il faut profiter, puisque le gouvernement nous met ça à disposition dans plusieurs pays, malheureusement pas dans tous, mais en tout cas, il faut s'en saisir. Ce qui s'est passé, c'est que nous, nous ont fait des visios pour répondre à nos questions déjà, et nous faire une petite présentation de la culture au Sénégal. Et une fois qu'on est arrivé sur place, on avait terminé notre séjour d'acclimatation pour ceux qui étaient là au visio des 2 semaines précédentes. Vous voyez de quoi je parle. Et on s'est retrouvés avec d'autres volontaires qui venaient juste d'arriver à Dakar. Donc déjà, c'est assez agréable de rencontrer d'autres volontaires français à Dakar. Et là, ils nous ont fait un petit brief encore sur la culture, sur d'autres points, sur quelques mots de Wolof, des choses importantes, le kit de survie. Et nous, on a pu échanger déjà sur les paradoxes qu'on avait vus pendant notre séjour d'acclimatation, sur les choses... Ah. Donc, vous voyez toujours, hein, on est d'accord? Oui, c'est bon, moi. Ok, parfait. Euh, Donc, nous, on a pu leur expliquer ce qu'on trouvait bizarre, et ils ont bizarre voilà, de notre point de vue, ou ce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et ils ont pu nous donner des clés et débriefer ça au cas par cas. Donc, bref, c'est très, très cool. Vous avez le lien de leur site. Et je crois que j'ai tout dit. Et oui, ah oui, si, on a fait la présentation de France Volontaire sur nos réseaux sociaux du PSIE. Donc, si vous voulez aller voir ce que je viens de dire, vous pouvez retrouver ça sur nos réseaux. Et le dernier, c'est Ritimo, qui est une plateforme. Donc, vous voyez, ils disent le changement par l'info. Je vous ai mis un screen, en fait, pour vous montrer ce qu'on pouvait trouver comme ressources. Et là, par exemple, il y avait Partir et monter un projet de solidarité internationale. Pourquoi monter un projet, réfléchir à son projet, agrandir avec, agir avec des partenaires, etc. Donc, c'est des fiches, c'est des articles qui sont assez courts. Et voilà, je me dis que parfois, s'il y a des moments où on se sent un peu déstabilisé, où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, là aussi, il y a des ressources. Et juste pour le fun, en fait, ils ont sorti un agenda solidaire 2023, et je vous l'ai mis là si ça vous fait triper. Il y a plein de petits conseils de SI et tout. Donc, si vous êtes vraiment passionné par la SI, vous pouvez aller voir les agendas Ritimo. Alors, hop, juste, est-ce que vous avez des questions? Là, je vous en ai mis un peu plein la tête. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de prendre trop de notes ou voilà, d'essayer de tout suivre. Je vous donne vraiment le diapo à la fin et vous pourrez cliquer sur les liens et tout. Est-ce que c'est tout bon? Alors, je continue. Alors, hop. Donc, ça, c'est une échelle que j'ai tirée d'une fiche d'engagé et déterminé qui s'appelle Construire son projet et montons notre projet. Et ça va vous permettre de voir les différentes étapes d'un projet de SI. On ne va pas tout voir, hein, n'ayez pas peur, parce que sinon je vous garde jusqu'à 23h et ça n'aurait pas d'intérêt. Mais donc, on commence par ayant l'idée.
Alors, dans Ayons l'idée, la première petite partie que j'ai faite, c'est sur la destination. Et là, j'ai repris un texte issu du guide de la FNEO. Et c'est juste à titre indicatif, c'était partir ou ne pas partir. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il parle même de faire de la solidarité internationale sans forcément partir. Donc voilà, ça va être agir sur les politiques gouvernementales en menant des actions citoyennes, soutenir des projets de développement de partenaires qui agissent dans le domaine, donc des ONG, on n'est pas obligé de tout créer de soi-même non plus, modifier son mode de vie et ses choix de consommation, par exemple, ou alors aller sur le terrain et mettre en place des échanges durables avec des partenaires sur place pour tenter de participer à notre niveau à la réduction des inégalités. Donc nous, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Cette histoire de réduction des inégalités, c'est aussi intéressant. Et voilà, c'était juste un petit encart pour dire que tout ne se résume pas au fait d'aller à l'étranger quand il s'agit de solidarité internationale. Alors, dans cette première partie, du coup, pour choisir sa destination, il y a 2 choix. Là, c'est plutôt orienté, pour le psyché, mais c'est pour que vous puissiez avoir l'information. Parce qu'en fait, là, tout ce que je vous raconte, c'est pour vous permettre de créer votre projet quand vous allez, vous présenter pendant le congrès. C'est-à-dire qu'au congrès, l'équipe du PSIE 2023 sera élue et vous devez venir avec un projet. Je crois que j'ai remis les dates à la fin, mais je vous en reparlerai. Et en fait, je voulais définir qu'est-ce que vous devez mettre dans ce projet-là. Comment est-ce qu'en une semaine, on réussit en équipe à monter un projet? Donc déjà, on va vous demander une destination, et ça, c'est sûr. Et donc là, la première étape, c'est comment est-ce qu'on choisit sa destination? Pour le PSIE, vous avez 2 choix. Soit vous pérennisez les contacts, soit vous montez un nouveau projet. Pour vous faire un petit peu l'historique de comment est-ce que ça s'est passé au PSIE, les équipes précédentes sont parties, il me semble, 4 ou 5 fois à Madagascar, ça dans les toutes premières années. Puis après, il y a eu une école d'ergo, donc un IFE qui s'est monté. Et après, il y a eu 2 ans de Covid, donc c'était pas possible de pouvoir partir. Et après, il y a eu nous. Et nous, en équipe, on a fait le choix de ne pas partir à Madagascar, de ne pas y retourner, parce qu'on s'était dit qu'il y avait déjà une école d'ergo, donc on ne se sentait pas trop d'y aller en tant qu'étudiant, et voilà, de rajouter ça, mais c'était nos convictions. Donc on n'a pas, on a arrêté ce projet-là. Avec les objectifs qu'ils avaient eus, il y a eu 2 ans de Covid, donc autant dire que bon, le projet était plutôt terminé. Et donc, on a remonté un projet au Sénégal. Donc là, on voulait vous faire un petit état des lieux sur la situation des relations du PSIE en 2022. Donc, c'est faire le bilan et savoir si vous voulez pérenniser ou commencer autre chose. Et donc, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est resté. Et pour ça, il y a Lucie qui va vous en parler, si elle le veut bien. Oui, je suis là. Alors, du coup, comme a dit Lucille, on est allé à l'hôpital et aux associations. Attendez, je mets ma caméra quand même pour être poli. Et en fait, ça a vraiment été 2 mondes différents. Et c'est vraiment à vous de vous dire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez être dans une structure qui voit et qui suit des patients, etc. Ou est-ce que vous voulez plus être dans les quartiers et directement chez les personnes? Donc ça, ce sera un peu des questions à poser pour un peu connaître votre équipe, etc. Et nous, beaucoup étaient intéressés par nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il va falloir demander là-bas vraiment les besoins dont ils ont besoin, tout simplement. Je pense que eux aussi, de leur côté, ils vont savoir plus facilement et vous demander aussi, si vous restez Mais sur ça, j'en Sénégal. parle juste après. Ah, pardon. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour faire vraiment juste le point de nous, où est-ce qu'on en est resté en fait. Et ben, du coup, on en est resté qu'on a laissé des fiches matérielles à l'hôpital, que pour nous, on pensait pas faire plus là à l'hôpital.
Et à l'association, on en est resté au fait de donner des fiches de suivi de tous les patients qu'on a vus et des bilans. Des bilans pour en fait savoir s'il y a besoin d'un suivi en approche ergothérapique, parce qu'on ne peut pas dire suivi ergothérapique vu qu'ils ne sont pas ergo, ou pas. Et voilà, qu'ils essayent de eux pérenniser ça. Donc c'est là où il y aurait des recherches à faire. Voilà. Bah, disons que en fait, pour nous, à l'hôpital, on s'attendait à vraiment beaucoup de choses et ça a été très différent de ce qu'on s'imaginait puisque le médecin nous avait décrit un besoin et les kinés ne se sentaient pas forcément très concernés par ce besoin-là. Donc nous, on est intervenu, on a essayé de donner de l'information en ergo, de regarder leurs techniques à eux, de prendre du matériel, de leur apporter. Comme a dit Lucie, on a fait les fiches matérielles et après, on est un petit peu resté là-dessus. Et pour nous, 1 mois, c'était bien. Voilà, on a apporté notre matériel, on leur a montré comment s'en servir, on leur a laissé de quoi consulter de la documentation après qu'on soit parti. Et c'est assez suffisant. Après, au niveau des associations, c'est vrai que là, pour le coup, eux, ils nous ont demandé de pérenniser plusieurs fois. Parce que, déjà de revenir à nous, mais ça, en tant que personne, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'il y a une demande au niveau de l'association pour pérenniser le projet avec les visites à domicile et tout ce genre de choses. Donc voilà, si j'ai rien oublié, on en est à peu près là au niveau du psy. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je passe sur le nouveau projet. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on fait un nouveau projet, une nouvelle destination? Eh bien, il faut découvrir le fonctionnement du pays à zéro. Donc, essayer de se renseigner un petit peu, savoir comment est-ce que ça marche dans ce pays-là, quelle est la langue, quelle est la culture, comment est-ce qu'on communique, quels sont les moyens à disposition, etc. On recherche et on contacte des partenaires. Il faut essayer de comprendre les besoins à distance. Ça, c'était pas évident. C'était une difficulté que nous, on a eue. Parce que quand on se voit en visio, ne serait-ce que... déjà, juste la visio, c'est moins audible. Et en plus, ça, avec l'accent, c'est pas forcément facile de se comprendre. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte qui est pas forcément évident quand on s'est pas encore rendu sur place. On peut pas s'imaginer, en fait, comment est-ce que c'est. Et c'est dur d'évaluer les besoins. Et autre point très important, c'est de vérifier le niveau sécuritaire. Ça, c'est obligatoire parce que l'UNAE n'enverra pas des étudiants dans un endroit où France Diplomatie n'est pas pour. Donc, c'est important tant sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire d'ailleurs, hein, avec le Covid et tout ça. C'est super important de se renseigner. Donc, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Et ça, c'est vraiment un choix à faire entre vous. Question? Alors, je continue mon petit schéma. On monte une marche de l'échelle et on arrive à menons l'enquête. Alors, que fait-on quand on mène l'enquête? C'est composé de plusieurs points. Il y a co-construire des solutions, identifions les besoins avec la population cible, faisons notre diagnostic et informons-nous et observons-nous. Donc, dans identifier des besoins, d'abord, ça sert à ne pas imposer sa présence. C'est néocolonialisme, je vous en parle juste après. Ça sert à construire un projet éthique et ça sert aussi à construire un projet qui soit empreint de la culture du pays et de son mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment super important pour faire des choses humaines et pour vivre l'expérience à fond. Alors, qu'est-ce que le néocolonialisme? Je pense qu'il y en a qui commencent à connaître avec les visios qu'on a faites ces 2 dernières semaines. Mais la définition, c'est l'autorité d'une ancienne puissance coloniale sur le pays qu'elle a anciennement colonisé. Et l'autorité, ça se fait par tous les moyens. Le savoir est une autorité. Parce qu'en fait, il faut se dire que dans leur tête, c'est pas forcément, je sais pas, quand nous, on est allé travailler à Pikine, c'est des gens, ça se trouve, ils sont jamais allés à Dakar de leur vie. C'est-à-dire que même faire 40 minutes en bus, ils ne l'ont jamais fait. Et dans leur tête, ils se disent « Ah ouais, donc c'est des blanches qui sont capables de faire 7 heures de vol, de venir nous voir, de prendre du temps, de l'argent, de l'énergie, faire 1 an de projet
parce qu'elles pensent que leur savoir vaut tellement le coup que du coup, il faut qu'elles viennent nous l'apprendre à nous. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Je vous ai mis le lien de l'article. Il n'est pas spécifique à la solidarité internationale, mais juste, je trouve ça intéressant d'en être conscient. Enfin voilà, après, il ne faut pas se flageller avec ça. Le passé colonial, malheureusement, on y est attribué parce qu'on est blanche et que c'est comme ça et que c'est l'histoire. Il faut être OK avec ça et il faut quand même garder les choses en tête pour que ça reste éthique. Éthique, pardon, point. Et donc là, je disais, en solidarité internationale, plus précisément, c'est le principe d'imposer sa culture et ses connaissances, comme l'ergothérapie, puisque par exemple, nous, au Sénégal, l'ergothérapie n'existait pas. Et donc, on arrive avec nos modèles en disant, ça, c'est génial. On nous a appris en France que c'était trop la base de faire comme ça, donc je leur montrais à quel point, moi, j'ai un truc incroyable. Donc, attention à la façon dont on manie l'outil, quoi. Ça peut être donc il y a des techniques qui peuvent être perçues comme positives dans notre modèle culturel, mais ça ne doit surtout pas être imposé et appliqué de façon identique ailleurs. Donc, c'est des choses à garder en tête. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Faire le diagnostic. Donc, ça, c'est un screen que j'ai pris d'un quiz qui s'appelle « Monter son projet de SI par engagé et déterminé » que vous pourrez faire si l'envie vous chante. Je ne sais pas si on dit ça, mais bref. À quoi ça consiste? Donc, il faut identifier les attentes et la pertinence de son projet. Tout projet de solidarité internationale naît d'une idée. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on pérennise, est-ce qu'on fait un nouveau projet? Donc, on a juste une idée dans sa tête de ce qu'on pourrait faire. La phase de diagnostic est primordiale car elle sert à approfondir cette idée, à vérifier la raison d'être du projet. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment ce truc que je vous disais. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup que, je ne sais pas, moi, je suis une banque, vous me demandez un partenariat. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de faire connaître votre science d'ergothérapie à toutes ces populations-là au Sénégal? Donc, voilà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais profondément. Et puis, la pertinence du projet. Elle permet de tester votre idée de projet et d'en préciser les contours. Il est possible que le projet réalisé soit différent de l'idée de base du projet. Donc, c'est pour ça que j'en reviens à mon histoire de congrès. Vous avez votre projet à monter en 1 semaine. On se calme. Parce que vous allez nous présenter votre idée de projet. Et après, vous aurez votre projet. Sauf qu'entre l'idée et le moment où on a vraiment son projet, on contacte les partenaires, on fait des visios, on contacte par mail, on a des imprévus, on a toutes sortes de choses qui se passent. Et donc, forcément, les choses seront différentes de ce que vous pensiez de base. Mais ça, c'est OK. Donc, voilà. Dites-vous que pour l'histoire du congrès, ce n'est pas une montagne insurmontable à faire non plus en 1 semaine. C'est déjà avoir l'idée et c'est déjà bien d'être sûr de ce qu'on veut de base. La méthodologie de projet permet de mettre en œuvre un projet qui réponde aux besoins locaux. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ce soir. À savoir que là, moi, ce que je vous présente, mon petit schéma, mon échelle et tout, ce n'est pas du tout parfait comme méthode. Il y a d'autres méthodes de projet qui peut-être vous parleront plus. Je ne prétends pas connaître la vérité. Et après, là, dans tout ce que je vous dis, s'il y a des outils qui vous parlent, prenez-les. S'il y en a d'autres où vous dites non, je trouve ça naze, on s'en fiche. Enfin, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Nous, on n'est pas parfaite. J'avoue que ce genre de formation est arrivé un petit peu tard dans notre processus, donc on n'a pas tout fait non plus. Mais avec l'expérience, là, ce que je vous propose, c'est des choses qui, je pense, auraient pu être utiles. Informons-nous et observons. Donc, ça va être discuter autour de soi pour relativiser son projet. Parce que quand on en parle à d'autres, quand on explique ce qu'on veut faire à d'autres personnes qui sont totalement en dehors même du milieu de l'ergo, du milieu de la SI, ça permet de relativiser, on refait son projet dans sa tête et tout, on se dit, ah bah oui, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, etc. Et appuyez-vous sur des personnes ressources
qui ont eu de l'expérience en solidarité internationale dans le pays désigné. Donc, moi, je pense, par exemple, nous, comment est-ce qu'on en est venu à aller au Sénégal? Il y a Eva, notre VP logistique, qui a eu une prof qui travaillait à Handisable, qui est une association qui scolarise, entre autres, des enfants en situation de handicap au Sénégal. Et en fait, elle est lui parler. Cette dame-là lui a dit « Ah bah oui, ce serait génial que vous puissiez venir, il y a un besoin, on en rediscute. » Malheureusement, nous, nos dates de départ tombaient pendant les vacances scolaires là-bas, donc il n'y aurait pas d'enfants, ce qui fait qu'on ne pouvait pas travailler avec eux, mais par contre, elle nous a mis en contact avec le médecin MPR de l'hôpital de Dakar, qui lui avait un besoin. Lui, il avait identifié ça et il en avait parlé à cette présidente d'ASSO, et donc elle nous a mis en contact avec lui. Ensuite, on a discuté avec France Volontaire, comme je vous ai dit au début, on s'est mis un petit peu en contact et tout, et on leur a demandé des associations locales, puisque France Volontaire a un très gros agenda d'associations qui soient fiables, qui soient sérieuses. Et elles nous ont mises en relation avec l'association Waranka, que vous connaissez maintenant, si vous avez suivi nos petites visios. Et à Waranka, ils nous ont dit « Oui, c'est intéressant, mais avec ce que vous nous dites là, je pense qu'il faudrait qu'on contacte l'association des handicapés. » Donc, vous voyez, c'est le bouche à oreille et les petites étapes comme ça et les contacts qui se créent. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tout de suite son projet. On a l'idée de projet. Et puis après, on se laisse aller au gré des contacts. Il y a des choses qu'on prend, il y en a d'autres qu'on n'accepte pas. Et donc, j'en reviens à mon histoire des personnes qui sont déjà parties dans le pays. Nous, on a eu vent qu'il y avait eu des ergots qui étaient passés avant nous dans l'association Handisable. Et donc, ça, c'est le type de personnes qu'on a contactées pour savoir quels moyens matériels ils avaient là-bas. Avec leur regard d'ergo, qu'est-ce qu'elles en avaient pensé, elles, de la destination. Et ce genre de contact, c'est super important à avoir. Ou des personnes qui ont l'habitude de construire des projets comme engagés et déterminés. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À savoir, là, juste pour rajouter un petit point, quand vous montez votre projet, il faudra identifier des partenaires. Mais c'est peut-être... Est-ce que c'est pas la slide? Non, c'est pas la slide juste après. Ah, je me suis peut-être avant. Vous pouvez mixer comme vous voulez, en fait. Tout projet de solidarité est vraiment libre. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix, en étant 5, de se mettre 3 à l'hôpital, 2 à l'association, et de travailler comme ça des semaines durant en simultané. Après, si ça vous chante, vous prenez 3 associations, vous partez 3 semaines et vous faites à 5 une semaine tout ensemble dans une association. Ou alors, je sais pas, tout est imaginable, donc vous pouvez prendre les contacts que vous voulez, vraiment. Alors, on en est au niveau 3, qui est définition des objectifs généraux et spécifiques. Je vous propose un outil qui s'appelle l'arbre des problèmes. Comme je vous disais, on part toujours d'un objectif, d'un besoin. Par exemple, là, pour vous parler aussi un petit peu de l'état des lieux de nos partenaires, à l'hôpital, comme on vous a dit, dans le service de rééducation neurologique, on a un petit peu l'impression d'avoir fait le tour. Cependant, il y a une piste qui est très intéressante, qui se passe dans l'hôpital de neurologie, qui est l'association ASP-AVC, qu'on a rencontrée un petit peu sur le tard. Et en fait, c'est une association avec qui on avait beaucoup de buts communs. Ils faisaient des visites à domicile, ils faisaient de la sensibilisation pour éviter les AVC, puis donner des techniques d'auto-rééducation pour éviter la rupture du parcours de soins. Et donc, eux, ils arrivent à faire émerger des besoins en discutant avec eux. Donc, petite parenthèse fermée, mais en tout cas, c'est une association qui est aussi envisageable pour pérenniser ce projet-là. Donc, quand on discute avec son partenaire, tel ASP-AVC, il fait émerger un problème et des objectifs. Et donc, on va construire son projet de SI autour de cet arbre.
Je vous l'ai mis en bas à droite pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemblait un arbre à problème. J'ai tiré ça du site S'entraider. Vous avez le lien directement de la fiche technique ici si vous voulez revoir comment est-ce que ça se construit. À quoi ça sert de faire un arbre des problèmes? Cet exercice vous oblige à partir d'une demande formulée par votre partenaire à vous poser les bonnes questions. L'idée est de réfléchir aux relations de cause à effet entre les différents facteurs qui sont à l'origine des problèmes constatés. Donc, en premier lieu, on énonce clairement et précisément le problème central. Il sera la base du tronc de l'arbre. Donc, je sais pas, moi, le problème central, ça va être, pour ne pas citer l'intervention qu'on a fait avec l'association de handicapés, le stéréotype autour du handicap. Voilà, c'est notre problème, les handicapés à Guinaorai sont stéréotypés. En 2, on identifie les causes principales et secondaires qui vont former les racines du problème. Ça va être les superstitions, ça va être le manque de facilité pour pouvoir se mobiliser dans le quartier de Guinaorai, ça va être, je sais pas moi, les intempéries, tout ce que vous voulez, bref, les causes, celles sur lesquelles on peut agir et celles sur lesquelles on ne peut pas agir. Et identifier les conséquences qui sont juste au-dessus. C'est, si vous reportez sur l'arbre en bas à droite, là, c'est l'étage qui forme les branches. Et après, il y a les effets secondaires qui sont les ramifications. Une fois l'arbre terminé, on en construit un second. Donc ça, c'est plutôt appliqué à l'ASI. On remplace le problème par l'objectif. L'objectif, je veux réduire les stéréotypes autour du handicap dans le quartier de Guinaorai. On remplace les causes par les activités à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Je vais faire des visites à domicile, je vais faire des journées de sensibilisation, je vais passer à la radio, je vais passer à la télé, je vais former les aidants, je vais former le coach sportif, je vais, voilà, tout ce que vous voulez et toutes les activités que vous comptez mettre en place. On remplace les conséquences par les résultats attendus au projet. Résultats attendus au projet, ça peut être plus de personnes ayant un handicap qui se prennent en main, moins de, je sais pas moi, plus justement d'handicapés qui sortent de chez eux parce qu'ils ont moins honte, moins de remarques dans la rue, moins de, voilà, tout ça qu'on évalue après sur du plus long terme. Donc l'arbre des problèmes, c'est aussi juste un outil, ça vous parle pas, mais je pense que ça permet de hiérarchiser les informations dans sa tête et ça permet d'être au clair avec son projet. Vous savez, quand je vous parlais du financeur tout à l'heure, le partenaire, je suis une banque, vous voulez que je vous finance votre projet, il faut me dire pourquoi est-ce que ça vaut vraiment le coup. Si dans votre tête, il y a un petit peu l'arbre à problème qui vous dit « Ah oui, alors j'ai des causes comme ça », et ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise avec votre sujet. Parce que c'est un petit peu hiérarchisé dans votre tête. Est-ce que vous avez des questions? Je passe à la suite. C'est bien silencieux ce soir. Je passe à la suite. Tu expliques trop bien. D'accord, c'est gentil, merci. Ensuite, on a l'étape associons des résultats attendus et des indicateurs. Nos résultats attendus, ça va être justement, je veux que les stéréotypes diminuent. Et les indicateurs, ça va être est-ce que les précédentes missions ont réussi? Est-ce qu'il y a des choses qui me permettent de me dire que c'est réalisable? Voilà, enfin, vous croisez les informations, vous croisez les sources, vous parlez à des gens, vous découvrez, tout ça, tout ça. Ensuite, construisons et adaptons nos activités. Là, je ne sais pas si... Ah oui, si. Pour construire, c'est-à-dire, OK, très bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur place? C'est pas forcément facile à savoir. Nous, on a eu beaucoup de difficultés à faire ça. Et donc, je vous propose un autre outil. Donc, ça aussi, c'est issu du petit quiz Monter son projet et je vais vous parler du cadre logistique. Ça, c'est toujours pareil, à prendre ou à laisser. C'est un tableau synthétique des informations clés d'un projet. Donc, le cadre logistique est un outil de conception et de conduite de projet. Il permet de confronter déjà sur le papier la cohérence entre les différents niveaux du projet. Le cadre logistique synthétise sous forme de tableau, une matrice, toutes les informations clés du projet. Les objectifs, les résultats, les activités, les risques, la programmation, les ressources.
Il est à réaliser dans la phase de programmation. Ça, je ne l'ai pas plus détaillé que ça. Pour moi, ce truc, si on en avait eu connaissance un tout petit peu avant, on se serait tellement moins fait flic. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, quand on démarche un partenaire, on lui joint une lettre de projet. Dans cette lettre de projet, on lui explique tout comment, pourquoi il faut absolument qu'il nous subventionne parce que c'est trop génial, on a l'idée du siècle. Ou alors, on a rendez-vous téléphonique, et ça m'est arrivé à titre personnel, je l'ai très mal vécu, et c'est pour ça que je fais cette formation ce soir. On a le gars directement en face de la ligne, et là, moi j'ai eu l'impression de me faire dézinguer, alors que lui, il posait juste des questions totalement pertinentes. Qu'est-ce qui va venir me donner 2000 balles si je ne suis pas capable d'avoir un truc stable? Il faut que le partenaire, il voit que moi, je sais où je vais mettre les pieds. Parce qu'il faut qu'il ait confiance en moi pour me donner sa confiance. Je ne sais pas, j'ai organisé la tombola, par exemple. Et voilà, il fallait qu'il comprenne les tenants et les aboutissants, ce que j'allais faire de ces lots, etc. Donc, bref, voilà. Et ça, c'est la même chose pour les partenaires en France, même si c'est juste associatif, ou les partenaires locaux. Et donc, dans ce projet, dans cette lettre de projet, on explique tout ce qui est écrit là. Et ce n'est pas forcément évident de tout coucher sur le papier comme ça. Nous, on s'est inspiré d'une lettre de projet des années précédentes. On a un peu fait un petit peu à notre sauce. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait et tout. Et donc, moi, je vous propose de poser un cadre logistique, d'essayer de l'avoir un petit peu en tête et de dire, voilà, dès qu'on a des nouvelles idées, on remplit le cadre logistique. Les objectifs, ils seront posés assez tôt, normalement. Vos résultats, c'est juste ceux que vous attendez. Les activités à faire sur place, ça peut être intéressant si c'est juste... C'est pas obligé d'être très poussé, hein, ça peut juste être faire des VAD, intervenir à l'hôpital, faire des séances individuelles ou pas, ou faire des séances collectives, ça, même si ça reste un petit peu vague, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est intéressant. Les risques, la programmation, sur quelle temporalité? Parce que souvent, les partenaires nous disent que c'est un peu rapide, 1 an, pour faire un projet, et du coup, ils n'investissent pas sur les projets qui se renouvellent tous les ans comme ça. Et les ressources qui sont très importantes. Voilà, j'ai terminé sur le cadre, si vous avez des questions. Vous avez la petite branche qui va à côté de l'échelle, qui dit « Soyons attentifs aux opportunités, aux imprévus ». Comme je vous disais, parfois, on passe de contact en contact, on découvre des nouvelles choses dans le pays. Parfois, ça arrive juste dernière minute avant qu'on parte. Mais on peut se saisir de ces opportunités-là. Tout ce que je vous propose là, c'est un peu carré et tout. Il faut que ça rentre dans des cases, dans des tableaux, dans des schémas. Mais parce que après, c'est tellement du freestyle et c'est des choses qu'on vit en tant que soi, que si on a déjà une base qui est un petit peu carrée, ça offre une bonne stabilité, mais il ne faut pas oublier les imprévus, il ne faut pas s'enfermer non plus dans ce truc complètement carré de méthode de projet, quoi. Anticipons les évaluations, on ne va pas voir ça maintenant. Maintenant, la partie sur budgétons et finançons notre projet. Ça, c'est aussi quelque chose qui va vous être demandé pour votre présentation au congrès. Ça va être juste, est-ce que vous avez des idées sur combien est-ce que ça pourrait vous coûter? Est-ce que vous avez des idées de financement? Parce que ça permet d'évaluer aux administrateurs qui vont vous élire si vous êtes aware, si vous êtes au courant de comment est-ce que ça se monte, ou est-ce que vous êtes en train de papillonner en mode oui, nous, on va faire 3 fois le tour de la Terre, et puis voilà, on va dépenser des 100 et des 1000. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va trouver l'argent, mais c'est pas grave, mon oncle, c'est Picsou, tout va bien, quoi. Donc, c'est important aussi de parler argent, et c'est un gros sujet, puisque même moi, pendant mon mandat, honnêtement, il y a même eu un moment où j'ai complètement oublié que j'allais partir, et j'avais l'impression de faire que chercher des fonds. On avait mis tout le côté construction du projet à part pour se focaliser sur le budget. C'est pour ça que, pour moi, c'est important de rappeler que c'est vraiment l'affaire de chacun, que c'est un point important pour la réalisation du projet, et que comme chacun dans l'équipe doit s'investir pour trouver des financements, donc doit faire individuellement des ventes de gâteaux, des créations, des trucs, de tout ce que vous voulez, et si tout le monde dans l'équipe n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans le budget prévisionnel, forcément, il y a moins d'engagement. Donc, c'est très, très important. À titre d'exemple, nous, c'est est-ce qu'on prend
des suppléments pour emmener des bagages, pour avoir chacune 2 valises de 23 kilos et emmener du matériel? Ou est-ce qu'on prend carrément des frais aéroportuaires en mode gros bloc, machin, pour emmener du matériel? C'est des choses bêtes, mais il faut en discuter. Tout doit être étudié correctement, justifié et se baser sur des données concrètes. Pour en revenir à l'exemple du PSI 2022, pour nous, ça a été assez compliqué de construire un budget prévisionnel parce que, en fait, on n'avait aucune expérience, on n'avait pas trop de notion du réseau qui était derrière toutes ces choses de SI. Et en fait, on s'est basé sur des budgets prévisionnels de 2 ans de Covid. Donc, 2 équipes qui n'étaient pas forcément parties. Et donc, des budgets prévisionnels vraiment très, très prévisionnels et pas du tout concrets. Donc, c'était un petit peu la patouille et tout. On ne se rendait pas bien compte de ce dont ça allait nous coûter. Mais c'est un point extrêmement important. Je vous ai mis le petit lien d'AnimaFac qui est aussi très fiable, voilà. Et c'est une fiche pratique sur réalisant un budget prévisionnel. Vous pouvez le consulter, c'est hyper bien fait. Donc, c'est pour ça que là, je ne vais pas de toute façon m'attarder plus là-dessus. Mais c'était juste pour vous dire que toutes vos dépenses doivent être justifiées. Parce que quand vous parlez à votre partenaire, il va regarder toutes vos petites lignes. Et il faut toujours avoir les ordres d'idées les ordres de grandeur dans sa tête, de combien est-ce que ça coûte, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, tout ça. Bref, je passe à la suite. Là, j'ai remis un petit point, vous savez, du guide de la FNEO. Que peut-on financer avec l'argent de son association? Le texte parle de lui-même, alors je vous le lis. Il faut y réfléchir au moment de l'établissement du budget prévisionnel et établir une ligne directrice avec l'ensemble des participants du projet. Certains financent leurs billets d'avion, leur visa, les vaccins obligatoires avec l'argent de l'association. D'autres estiment que celui-ci doit servir qu'au déroulement du projet sur place. Vous pouvez choisir de financer ce que vous voulez à condition de pouvoir le justifier ensuite au moment du retour de projet. D'un point de vue éthique, il est préférable de ne pas utiliser l'argent de l'association à des fins personnelles, c'est-à-dire pour payer tout ce qui ne rentre pas uniquement dans le cadre du projet, c'est-à-dire passeport, vaccin non obligatoire, excursion sur place, sortie, repas. Donc, pour vous dire comment est-ce que nous, on a agi là-dessus, ce qu'on a fait déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le psy, c'est pas juste y aller apporter du matériel et voilà, l'ergothérapie, c'est pas quelque chose de très matérialiste en soi. Donc, c'était plutôt du financement de service, on va dire. C'est-à-dire que des étudiants ont financé le fait que l'on se rende sur place pour donner de l'information gratuitement, ce coup-ci, à des Sénégalais qui n'avaient jamais vu une quelconque structure de soins de toute leur vie. Et donc, ils ont donné de l'argent pour que ce soit gratuit pour les Sénégalais. Nous, on a fait le choix donc de tout ça, là, des billets d'avion, des visas. Par exemple, les passeports, c'est nous qui les avons payés. Les billets d'avion, c'était plutôt l'association. Les visas, on n'en a pas eu besoin. Les vaccins, c'était aussi personnel. Enfin, voilà. Et ça, il faut vraiment se mettre d'accord dessus au début parce que ça fait vraiment beaucoup varier le budget prévisionnel. Et ça fait aussi beaucoup varier la part d'argent personnel que vous allez apporter dans le projet. Puisque si vous allez voir sur nos réseaux sociaux, encore une fois, vous avez une petite publication avec nous, notre budget. Vous avez nos rentrées d'argent, nos sorties d'argent parce qu'on se la joue transparent. Ça rime. Et voilà, je fais des blagues et après je perds le fil. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Ah, je me suis complètement perdue. J'étais en train de me dire, ça rime, et je rigolais dans ma tête. Complètement folle. Bon, ah oui, et du coup, on s'est juste mis d'accord là-dessus. Et voilà, vous pouvez en discuter. Et voilà, c'est tout. Et vous mettre d'accord là-dessus avec que finance votre association. Le budget, toujours dans le guide pratique de la FNEO. Je vous parle des subventions parce que ça, c'est important quand vous allez présenter au congrès votre projet, que vous soyez alerte sur qu'est-ce que vous pouvez demander et pour savoir qu'est-ce que vous allez demander. On demande principalement des subventions en fonction de là où est notre association, là où est le siège social.
Donc, il y a les subventions publiques. Si vous êtes une association, vous pouvez prétendre à différents financements réservés aux projets menés par les étudiants. Les subventions de l'UFR, ça s'applique aux orthophonistes comme c'est écrit juste après. Le FSDIE, on en a bénéficié, nous. Donc, grâce à l'Université de Lyon, c'est la fac de Lyon, en fait, qui finance une partie du projet. Ensuite, il y a le dispositif Culture Action. Et c'est comme la subvention du FSDIE, mais fait par le Crous. Et donc, voilà, ils disent c'est en quelque sorte le FSDIE du Crous, donc ça reste au niveau du campus. Nous, on l'a demandé, mais on ne l'a pas eu cette année, puisque pour le Crous de Lyon, dans les conditions de Culture Action, il faut que ce soit un projet qui se fasse en France. Donc, typiquement, le CSI, alors je vous parle maintenant en termes techniques, comme vous êtes là pour la technique. Les visios de retour qu'on a faites les 2 dernières semaines sont de l'éducation citoyenne à la solidarité internationale. C'est-à-dire qu'on sensibilise les Français à l'interculturalité et à tout ça. Et ça, c'est une vraie catégorie, en fait, dans les projets de SI. Engagés, déterminés, on parle beaucoup. Et donc, voilà, eux, pour le Crous, pour les subventions, c'était plutôt ce genre d'action qui pouvait être financée. Je ne sais pas si on décidait de faire tout le tour des IFE pour tous vous faire une présentation, celle qu'on a faite en visio, mais on vient le faire dans votre IFE, ça demande des sous pour pouvoir se déplacer sur place. Et peut-être qu'on aurait pu on aurait pu avoir ce financement-là pour faire le CSI en présentiel. Bref. Le JSI, ça aussi, je vous en parle avant, puisque là, vous pouvez vous dire, oh là là, on parle de trucs loin, on n'a pas encore commencé. Mais ça peut déterminer un petit peu comment est-ce que vous menez votre projet. Parce que c'est un dispositif du ministère des Affaires étrangères qui finance les projets solidaires à l'international co-construits entre un groupe de jeunes français et un groupe de jeunes en binôme à l'international et un partenaire local. Donc, c'est typiquement, vous êtes dans l'équipe du PSIE, vous contactez les étudiants en médecine de Dakar, vous co-construisez un projet là-bas pour dire, écoutez, nous, on va vous donner des informations sur le handicap pour sensibiliser, on va faire des actions communes pour l'AVC, j'en sais rien. Et du coup, vous pouvez prétendre au JSI. Donc, ça peut un petit peu influencer aussi quel partenaire vous allez contacter quand même et vos lignes directrices. Et encore une fois, vous êtes totalement libre. Vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. De nombreuses collectivités territoriales disposent également de fonds attribués à des projets menés par des jeunes, la commune, le département, la région. Ensuite, il y a les subventions qui sont privées. Donc, il y a par exemple les trophées et les concours, comme ce qu'on a fait avec Adéco Médical. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais en fait, on a fait une petite vidéo, ça nous a permis de remporter 800 €. Et il y a les entreprises privées qui peuvent faire aussi du mécénat. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vous ai remis ça. J'arrive bientôt à la fin. Promis. Je vous ai remis ça pour que vous ayez une petite visualisation de ce qu'on vient de se dire. Donc, ayons l'idée, menons l'enquête, définissons des objectifs. Et ensuite, on est passé tout de suite à construisons et adaptons nos activités et budgétons notre projet. Ensuite, montons notre projet, donc il sera déjà bien monté. Vous avez mettre en œuvre vos activités, ce qui veut dire aller dans le pays que vous avez sélectionné. Communiquons, partageons et valorisons notre vision de nos actions. Ça, c'est les visios de CSI qu'on a fait en rentrant du Sénégal. Et faisons le bilan. Donc ça, c'est notre partie où on est en ce moment, quoi. Donc voilà, j'ai terminé sur cette méthode de projet-là. Ici, je vous ai fait une petite slide que je trouve importante et qui résume les derniers points de vigilance à avoir. La première chose, c'est rester dans sa condition d'étudiant. Éviter d'effectuer des diagnostics, des bilans ou des séances de rééducation, tout ce genre de choses. On reste étudiant en ergothérapie. On n'est pas des professionnels. C'est du travail illégal si vous allez travailler
d'une quelconque façon. Toujours se renseigner et sourcer, s'appuyer sur des articles et des documents que vos partenaires pourront consulter une fois que vous ne serez plus là. Parce que le but, ce n'est pas du tout de créer un besoin. C'est-à-dire que moi, Lucille, je viens, je travaille pendant 1 mois à Dakar, je vois 3 patients, je les suis comme ça toutes les semaines, je m'en vais, il n'y a plus rien. Plus personne n'est capable de faire ce que je faisais moi avant. Ça n'a pas d'intérêt, j'ai créé un besoin, puisque cette personne a eu une dépendance à mes séances d'ergothérapie, commencé à évoluer, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, nous, par exemple, on nous posait pas mal de questions sur « Oh là là, beaucoup de plexus brachiaux, comment est-ce que je peux faire ?» Peut-être qu'on avait des idées, mais on ne répondait jamais tout de suite oui ou non. En général, on disait bah, « je ne sais pas » ou alors « j'apporte des informations complémentaires ». On se rejoignait toutes les 5 le soir, on faisait un débrief tous les soirs de tous les patients qu'on avait vus, de ce qu'on voulait mettre en place, on échangeait sur quoi mettre en place parce qu'on reste des étudiantes de 2e année, donc on ne savait pas tout. On mutualisait nos informations, on essayait de les sourcer, d'en créer des documents et après de donner ça aux partenaires en disant bon, ben voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire de mieux pour le moment. Et donc, le but quand on part comme ça en projet de SI, c'est plutôt de donner sa vision, de leur faire valoir un prisme de la profession, et ça c'est hyper important, on ne s'en rend pas compte, mais quand ça fait 2 ans qu'on se fait bourrer le crâne par l'ergothérapie, ça devient tellement naturel qu'on oublie qu'on en est capable. Mais vraiment, en 2 ans, vous allez apprendre une vision de l'ergothérapie, une vision de la rééducation, une façon sociale et médicale de bosser, et juste ça, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin de se dire qu'on va aller révolutionner le monde, il faut être vraiment humble sur sa façon d'y aller. Enfin, voilà, ça va pas être non plus révolutionnaire, quoi, c'est tout. Donc, déjà, donner son... Ok, c'est bon, je vous ai retrouvé, je suis désolée. Mon PC trouvait ça beaucoup trop long. Vous m'entendez, tout ça, ça fonctionne bien? Bon, parfait. Je suis désolée, hein, j'ai bientôt terminé. Alors, je reprends. Tac. Je me remets le chat. Et voilà. Donc, je disais qu'on reste humble sur ce qu'on fait. Deuxième point, c'est le white saviorisme ou complexe du blanc sauveur, un petit peu la même chose, occidental qui agit pour aider les populations des pays moins développés, mais dans un contexte qui peut être perçu comme égoïste, dans l'objectif de se positionner comme un héros bienfaiteur. Je pense que je voulais pas mal rabâcher, donc vous voyez de quoi je parle. Le volontourisme, ça, il faut y faire très attention. C'est une arnaque, en fait. Le principe, c'est que vous allez avoir un partenaire qui va vous dire « vous me payez 1 000 €, vous êtes nourri, logé, blanchi, vous allez faire de l'humanitaire, il vous fait miroiter monts et merveilles ». Et en fait, ça peut être des centres, par exemple, qui vont déscolariser des enfants pour les mettre dans un orphelinat, vous faire croire que vous venez les éduquer, alors en fait, ils sont juste en train d'être déscolarisés. Et les associations se font de la thune sur leur dos. Donc, ça existe pas mal, il faut vraiment s'en méfier. Donc, quand on a des partenaires, je ne dis pas qu'il faut être complètement parano et paraître pour les blancs psychorigides qui se méfient de tout le monde, mais quand même, on essaye de voir si l'association est fiable, si on a des intérêts et des objectifs communs. Vraiment, savoir ce qu'eux, ils attendent de nous. C'est une question qui est bête à poser, mais juste dire ok, qu'est-ce que vous attendez de notre intervention? C'est intéressant, il n'y a pas que nous qui nous posons des questions quand on intervient en projet comme ça. C'est pareil, je vous ai mis un article sur le volontourisme, si ça vous intéresse d'aller le lire. Et dernier petit point, attention à la communication, à l'image que vous renvoyez. Les mots transcrivent la philosophie d'un projet. Comme je vous ai dit, même si vous êtes un projet de solidarité locale, il n'y a aucun souci. Mais c'est important de faire attention à ce qu'on dit, à comment est-ce qu'on communique, parce que maintenant, tout passe par les réseaux sociaux, tout ça, vous savez. Et dans le lexique à bannir, il y a déjà le mot humanitaire. Je n'ai pas osé vous remettre la slide sur la différence entre un projet de solidarité et un projet humanitaire.
parce que je me suis dit qu'après, j'allais vraiment trop vous saouler. Mais si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous avez la publication sur les réseaux sociaux. Donc, on ne parle pas d'humanitaire parce qu'on ne fait pas de l'humanitaire et on ne va pas se mentir, il y a un petit truc connoté quand même un petit peu avec dans l'esprit des gens, en fait, se dire que l'humanitaire, ça fait quelque chose de très gros, ça met un peu la pression, donc on redescend. Après, c'est toujours pareil. Dans votre famille, c'est un petit peu long d'expliquer ce que c'est un projet de SI. Donc, si vous dites de l'humanitaire pour que les gens y comprennent, il n'y a pas de souci. Juste, voilà, avec les réseaux de votre association, attention à ce que vous utilisez. On évite de dire un voyage parce que c'est connoté vacances, donc on ne part pas en voyage, on part à l'étranger, on part en mission, on part, voilà. Et c'est pareil, on ne va pas travailler. On est des étudiants, donc on ne travaille pas là-bas. On est bénévole, on est volontaire, on est tout ce que vous voulez, mais on ne travaille pas là-bas. Est-ce que vous avez des questions? Pas sur tout, mais sur ça déjà. Non. Alors, je continue. Dans de petites dates, pour les candidatures pour la prochaine équipe, s'il vous plaît, envoyez vos candidatures parce que je commence à être un petit peu tendue. Là, on en est au 25-26. Information sur bâtir un projet de SI. Le 28, on ferme les candidatures. On donne toutes les candidatures de bénévoles aux chargés de mission. Les chargés de mission constituent leurs équipes, c'est-à-dire qu'ils lisent vos petits CV associatifs, vos lettres de motivation. Ils font des petits entretiens au téléphone, en visio et tout pour essayer de trouver des gens qui leur correspondent, tout ça. Et former une équipe qui soit en cohésion, parce qu'on part quand même 1 mois à 5, donc il faut pouvoir se supporter. Le 30 septembre, les équipes sont créées et à partir de là, vous avez du 30 septembre au 7 octobre pour créer votre projet, plutôt présenter votre idée de projet au congrès, parce que si il y a, imaginons 2 chargés de mission, et c'est important pour que les admins puissent choisir un projet ou l'autre. En fait, on ne va pas choisir au faciès, on va choisir au projet. Donc là, même si vous ne pouvez pas y être en présentiel, c'est important d'avoir effectué votre idée de projet en équipe. J'ai mis une slide pour rappeler les grands points dont je vous ai parlé dans l'idée de projet. La destination obligatoire pour savoir un petit peu... Enfin, ça implique tellement de choses, en fait, la destination, que ça, c'est important, qu'après, elle ne bouge pas, que les admins sachent où est-ce que vous vouliez aller. Les quelques partenaires que vous avez repérés, c'est pas tous, mais c'est, voilà, on vous a parlé d'ASP AVC. Est-ce que vous avez envie d'aller avec ASP AVC? Vous avez décidé de mener un nouveau projet. Peut-être qu'il y a quand même une association qui vous a émis un besoin pour que vous vouliez aller dans ce nouveau pays. Donc, notifiez cette association-là, quelques-uns, pour savoir à peu près avec qui est-ce que vous allez pouvoir travailler. Même si ce n'est pas tout le temps, même si ce n'est pas une semaine, vous avez compris. Le financement et quelques idées de subventions, ça je voulais bien détailler, et toutes les autres informations relatives à votre équipe, parce que c'est important aussi de savoir d'où vous venez, d'où vient l'idée de départ de projet. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui avait des très bons contacts? Comment est-ce que ça s'est passé? Vos envies, est-ce que de base, il y avait des choses dont vous aviez juste envie personnellement, vos expériences, vos ressources? Il ne faut pas que ça dure 3/4 d'heure, hein. Pas du tout, c'est, je sais pas moi, 2 minutes ou un truc comme ça, enfin 1 ou 2 minutes, on va dire. Donc, c'est assez simple, mais c'est important pour former la base après de votre projet. Des questions? Non, pas de questions. Wow. C'est calme hein, ce soir. Du coup, je vous ai remis tous les liens où vous pouvez nous contacter. Est-ce que dans le chat, vous pourriez m'envoyer vos adresses mail si vous voulez que je vous transmette ce diapo-là, si ça vous intéresse, pour pouvoir l'avoir et puis cliquer sur tous les liens. Et puis, si vous voulez me faire un retour là sur la formation, je suis tout oui aussi avant de partir. Même pour une qui est partie avec toi, t'as trop géré l'explication et tout, parce que c'est quand même complexe. Et comme Lucie l'a dit, nous, on n'avait pas forcément reçu ça au départ. Et appuyez-vous sur ça pour essayer de gagner du temps sur la semaine que vous aurez pour pouvoir créer le projet.
Et après, soyez créatifs et débordez d'imagination, c'est ça qui réussit mieux. Et allez là où il y a du besoin et ce sera tout parfait. Voilà. Et voilà, sinon je ne vous retiens pas plus longtemps. Si vous avez d'autres réflexions, je suis là, je suis toute oui. Sinon, vous pouvez y aller, hein. J'attends juste pour savoir s'il n'y a pas des questions qui émergent dernière minute. De rien et passez une bonne soirée. Merci, c'est aussi utile. Et merci pour tes vidéos, parce que franchement, ça fait plaisir de vous voir comme ça.